vous faites le voyage à Moscou auprès de M. Prigojine. Vous allez souvent en Turquie. Donc c'est pas la France, mais c'est d'autres puissances qui cherchent à mettre un pied sur le continent africain. Mais en fait, quand les Africains font de la géopolitique, ça devient quelque part un changement de colon. Pourtant, Macron avait des business, une multitude de business avec la Russie avant le début de la guerre. Donc, pourquoi quand les Africains, eux, font de la géopolitique, ça devient tout de suite une volonté de changer de maître? Quand vous me connaissez un petit peu, si vous me regardez un petit peu, allez vous demander à Prigojine, avec qui d'ailleurs Prigojine, avec qui je ne parle plus depuis des années. Ah bon? Vous êtes en rupture? Parce qu'il est venu, et c'est très important que vous compreniez une chose, la géostratégie, c'est être capable, quand vous avez un adversaire qui est puissant, de tisser des liens avec des adversaires qui peuvent faire contrepoids. Ça ne veut pas dire qu'ils sont vos patrons, ils ne le seront jamais. Alexandre Douguine, qui est un homme qu'on dit proche de Poutine, je ne sais pas s'il l'est tant que ça d'ailleurs. Je peux vous dire que dont sa fille, il est plus, paix à son âme derrière. Son fille est morte il n'y a pas très longtemps. Était une amie dans un accident de voiture qui est probablement un attentat. Vous continuez à avoir des relations avec lui? Douguine est un camarade, on n'est pas d'accord sur tout. Lui, son centre de gravité, c'est la Russie. Moi, mon centre de gravité, c'est l'Afrique. On a une même détestation du néolibéralisme, du progressisme dégénéré. Et de l'occidentalisme. De l'occidentalisation, oui, du monde, pas forcé, qui est effectuée un peu partout. Donc vous ne condamnez pas l'invasion de l'Ukraine par Poutine et l'armée russe? Je vais vous faire une petite confidence. La guerre interethnique, comme vous aimez bien ce terme, les Français, entre la Russie et les cousins européens, parce qu'en réalité, vous êtes tous vous êtes semblables, vous êtes un grand continent, l'Eurasie. Cette guerre interethnique ne me concerne pas. Maintenant, je ne suis pas le porte-parole de la Russie. Il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas en Russie. Je ne suis pas non plus naïf sur le fait qu'il y a du racisme en Russie. Et donc la Russie, moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont elle dérange l'Occident aujourd'hui. Maintenant, vous m'avez parlé tout à l'heure de la Russie, vous m'avez parlé de la Turquie. Aussi, oui. Je suis plus proche, par exemple, de Cuba ou de l'Iran que je suis proche de la Russie et de la Turquie. Mais les gens n'en parlent pas. C'est intéressant. Alors, il y a un sujet qui inquiète aussi beaucoup, c'est la montée de l'islamisme en Afrique, notamment dans la bande sahélienne. En allant en Turquie, on sait que la Turquie, le président turc Erdogan est assez proche des frères musulmans. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet non plus de cette montée de l'islamisme, ou au contraire, est-ce que vous l'épousez? On va être très clair. Moi, je combats pour la souveraineté africaine, pour l'autodétermination politique, économique et culturelle de l'Afrique. Et moi, je suis ce que l'on appelle un traditionnaliste. Par rapport à mon livre « Philosophie de la panafricanité fondamentale », je suis des plus clairs dessus. Je pense qu'on a notre identité, ce qui ne signifie pas que je suis dans une logique de repousser les diverses acceptions religieuses ou spirituelles, mais je pense qu'on a notre identité. Je suis un Béninois, je suis un Dahoméen, et on a une identité traditionnelle très forte. Donc, le vaudou est très fort d'ailleurs. C'est de ça dont je parle, entre autres, notamment. Et quand je vais voir les Turcs ou les Russes, ils voient un Africain. Ils ne voient pas quelqu'un qui serait de leur école ou autre, mais ils voient un Africain souverainiste qui se bat pour les siens et qui aujourd'hui est très suivi. Et ils ont très bien compris qu'ils ont intérêt à prendre en considération la force en présence que nous représentons. Maintenant, pour ce qui est de l'islamisme, votre gouvernement a une grosse responsabilité dans la montée de cet islamisme, puisque quand on fait assassiner Kadhafi, qui était un rempart à cet islamisme-là, qui déstabilise la bande du Sahel, ça chute, déstabilise. Évidemment, ça laisse tous les fous furieux venir essayer d'étendre leur influence. Mais il y a face à eux une montée aussi de ce souverainisme africain, polymorphe. Il y a au Burkina, par exemple, des musulmans, des chrétiens, des traditionalistes qui sont là, mais qui ont tous comme rameau de défendre l'Afrique avant tout. Et cet islamisme ne passera pas et nous n'accepterons pas qu'il passe. Ce que vous appelez islamisme, moi j'appelle ça un terrorisme qui est très utile au multinational d'ailleurs. Et donc sans faire de complotisme en tant que tel, je vous le dis et je vous le répète, ceux qui sont les créateurs de ce Frankenstein, ils sont plus du côté de Paris ou de Washington que du côté de Ouagadougou ou de Bamako. Alors, vous êtes fait connaître et vous avez répandu votre réflexion à travers une trilogie, Supranégritude, le tome 1, le tome 2, Black Nihilisme, le tome 3, L'Afrique libre ou la mort, où vous rendez hommage d'ailleurs à nombre de figures africaines. On retrouve Thomas Sankara, mais on retrouve aussi des figures noires qui ne sont pas africaines, comme Elido Mota, qui est un des syndicalistes antillais. Mais qui est afro-descendant. Mais qui est afro-descendant par définition. Et vous sortez un nouveau livre, un livre très théorique sur la philosophie de la panafricanité fondamentale, chez Fiat Lux. C'est quoi cette panafricanité ?
La panafricanité, c'est un état de fait. C'est partir du principe que si nous sommes capables d'enlever, de nous désaliéner complètement, de revenir à notre paradigme originel, de sortir des différentes formes de colonialisme qui nous ont asphyxiés psychologiquement, intellectuellement et spirituellement, si nous revenons à nous-mêmes, nous sommes capables d'être dans cette logique d'unité originelle. C'est être aussi capable de comprendre que nous sommes dans un monde qui est la globalisation de l'occidentalisation. On nous a présenté la modernité comme le seul mode sociétal en tant que tel, et on nous a parlé de la tradition comme quelque chose qui devait être proscrit. Parce que ceux qui sont quelque part le peuple récipiendaire de cette modernité pensent que tout ce qui est nouveau comme lui est bon, et tout ce qui est ancien comme les peuples qui l'ont précédé est mauvais. Eh bien moi, je pars du principe que ce qui est ancien est plus proche de l'origine de la création, et plus proche quelque part de la bonne direction que Racine. En fonction du temps qui passe, en fonction du progrès qui se fait, le progrès qui nous est présenté par l'Occident, je suis désolé, mais ce n'est pas un progrès qui est valable pour tout le monde. Le progrès pour vous est peut-être une dégénérescence pour nous. Alors, je vais faire apparaître un homme sur cet écran qui a écrit une phrase, qui a dit une phrase absolument Je la devine. extraordinaire, Oui. d'après moi. Hein. Oui, Mais je voudrais savoir si elle est compatible avec ce que vous dites. Donc, il s'appelle Léopold Sédar Senghor. Je vous assure que j'ai... Allez-y, allez-y. Et la phrase, c'est « L'orgueil d'être différent n'empêche pas le bonheur d'être ensemble ». Alors, déjà... Non, c'est pas possible. Alors déjà, pour commencer, Senghor est très loin d'être une référence pour moi, et de tous les apôtres de la négritude, c'est vraiment celui que j'apprécie le moins en toute Vous objectivité. préférez Césaire? Il n'y a pas photo. Et si je vais aller plus loin, je préfère Léon Gontran Damas, qui pour moi était le plus, pour employer un terme de jeune, était le plus thug de tous. Maintenant, pour revenir sur cette phrase, moi je crois en l'union des peuples, dans le respect de leurs différences, en effet. C'est ce qu'il dit. Tout à fait, mais il faut toujours préciser que pour qu'il y ait union, il faut qu'il y ait justice. Pour qu'il y ait union, il faut qu'il y ait cessation des pillages. Il y a une phrase que moi j'aime beaucoup, qui est de moi pour le coup, excusez-moi de m'auto-citer, Je vous en prie. qui est de l'exclusion d'un peuple par un autre, naît la volonté du peuple exclu de se constituer sa propre puissance. Ouais. Notre peuple a été mis à l'écart de l'humanité à trop d'égards, et pendant trop longtemps. Non pas par les prolétariats des autres peuples, mais par les élites, notamment occidentales et arabes, parce que c'est toujours facile de parler d'une entité. On parlait de ça, justement. J'ai aucun problème, j'ai aucun tabou. Et cette réalité a fait qu'il arrive un moment où des gens comme nous, et apparemment une grande partie de notre génération, finit par se dire qu'il est nécessaire que l'on se prenne en charge, qu'on prenne nos responsabilités. Oui, si on peut avoir des connexions avec d'autres pays pour embêter notre adversaire commun, on le fait, mais ne jamais laisser ces autres pays nous dire ce que nous devons faire et imposer quelque part la tyrannie de notre volonté souveraine. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. L'Afrique, au singulier, c'est bien gentil, mais l'Afrique, elle n'est pas singulière. Bien évidemment. L'Afrique, elle est plurielle. C'est pour ça que vous nous avez parlons l'Afrique de l'Est, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez l'Afrique de l'Ouest, vous avez l'Afrique du Nord. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est un combat commun, ça? Alors, on va commencer, on va aller étape par étape, parce que l'Afrique du Nord, c'est la dernière étape, oui, bien sûr. Mais moi, j'ai fait toutes ces parties du continent, y compris l'Afrique du Nord d'ailleurs. J'ai fait l'Afrique de l'Est à de multiples reprises, j'ai fait l'Afrique australe à de multiples reprises, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Il y a des différences. Je parlais de l'Afrique du Sud, c'est évidemment l'Afrique australe. Bien évidemment. Et il y a des différences évidentes. C'est une mosaïque, mais il y a des points communs aussi foudroyants pour ceux qui sont dans une logique de vouloir les étudier en réalité avec profondeur. Et différents anthropologues, différents historiens ont fait ce travail bien longtemps avant nous. Et donc il y a une diversité de peuples, mais il y a une communauté de destin. Parce que qu'on le veuille ou pas, quand on va à l'extérieur, que vous soyez éthiopien, que vous soyez sud-africain, que vous soyez camerounais ou congolais ou autre, vous serez toujours considéré comme un nègre. Ça signifie beaucoup de choses. Mais pas quand vous êtes algérien ou tunisien. Ah, c'est sûr que quand vous êtes algérien ou tunisien, vous n'êtes pas considéré comme un nègre, mais vous pouvez être traité comme un sale arabe, qui est quand même, quelque part, une vision d'ostracisme réel que l'on peut constater. Mais le traitement des Noirs et des Arabes est différent, nous avons des réalités différentes, même si quand vous allez au Maroc, vous voyez aussi énormément la communauté gnawa et énormément d'afro-descendants, de négro-africains descendants qui sont présents dans ces pays. La traite orientale a été, si on en croit les historiens, bien pire peut-être que la traite occidentale. Si vous me parlez de Petre Grenouillot, vous comprendrez que je ne prenne pas trop au sérieux ses travaux, chacun a ses références. Maintenant, il y a une évidence, l'esclavage, la traite orientale, a été une traite profondément négrophobe, raciste, violente. C'est un fait, un élément factuel, il n'y a pas de tabou dessus. Et la traite que l'on a pu voir en Occident a été le bouquet final. Donc nous, on n'est pas dans une hiérarchie des crimes, on est dans une constatation qui est que en Occident ou dans le monde arabe, la négrophobie est des plus putréfiée
Et notre génération est là pour montrer que la fête est terminée sur ce terrain-là. Alors, en 1973, un certain président, à l'époque d'un pays qui s'appelait le Zaïre, Mobutu Sese Seko, fait une déclaration absolument tonitruante à la tribune en parlant des négriers. Il ne s'est rien passé après. Bon, je veux dire, Mobutu était lui-même un grand négrier pour son peuple, donc c'est une grande histoire, et un agent des Américains à bien des égards. Donc j'ai du mal avec les dénonciations opportunes quand ça l'arrangeait, et sa soumission à bien des égards vis-à-vis de l'Occident. Quand on sait le rôle qu'il a eu dans l'assassinat de Lumumba, pas le rôle direct, mais j'ai du mal avec Mobutu, même si cette déclaration qu'il a eue à cette occasion était des plus puissantes, on doit le reconnaître, sur bien des points. Mais, était sans suite. Hein. Mais sans suite, parce que le problème, c'est que notre peuple ne peut pas s'en sortir uniquement par des déclarations. Il faut qu'il arrive un moment où il y a un effort collectif qui soit matérialisé, qui soit effectué sur le terrain, pour que sur différents secteurs, cette volonté d'autodétermination puisse être présente sur tous les terrains, sur le terrain économique, sur le terrain politique, sur le terrain culturel. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de déclarations d'intention, mais il y a peu d'action. Et c'est pour ça aussi que notre génération a décidé de ne plus attendre nos dirigeants. Alors, Kémy Séba, j'ai dit que vous étiez auteur de livres. Comment vous vous définissez ? Est-ce que vous êtes un homme politique ? Est-ce que vous êtes ce qui n'est pas du tout péjoratif, mais un activiste, c'est-à-dire quelqu'un qui remue un peu, un agitateur, quoi. Est-ce que vous êtes un écrivain ? Comment vous vous définissez ? Qu'est-ce que vous voulez, d'ailleurs ? Je me définis comme un homme africain au XXIe siècle, afrodescendant, africain, je suis les deux. Je suis né en France. Vous êtes né à Strasbourg ? Tout à fait, même si j'ai vécu la plupart de ma vie en région parisienne. Je me considère comme un panafricaniste, activiste, politique, un idéologue de ce courant-là, un rénovateur aussi de ce courant politique qui, je pense, a besoin d'être dépoussiéré et adapté au contexte du présent. Je me considère comme quelqu'un qui résiste aux différents mots MAUX qui minent notre continent. Et je me considère surtout comme quelqu'un qui veut voir les peuples se rapprocher, mais débarrasser d'un néolibéralisme putréfié qui est en train de nous emmener vers une direction, d'un progressisme qui est en réalité une régression qui dépasse l'entendement. Alors, vous êtes dans votre autre pays natal. Bon, le pays natal, c'est la France, mais vous avez des attaches béninoises. J'y vis. Vous y vivez. Je mène un combat politique contre, d'ailleurs, le président. Le président Talon. Tout à fait. Vous avez vécu au Sénégal, d'où vous avez été expulsé. Avant ça, j'étais journaliste politique vedette de la 2STV. Et Macky Sall m'aimait beaucoup tant que j'étais journaliste politique. Il m'a moins aimé quand j'ai commencé à faire les mobilisations contre la France-Afrique. Bizarre. Est-ce que vous avez une ambition politique ? Est-ce que, par exemple, être président du Bénin, succéder à M. Talon ou à un autre, c'est un de vos objectifs ? C'est du domaine du possible. Mais c'est pas à vous que je vais donner un scoop. Mais quand on fait de la politique, on est dans la société civile. Le processus électoral vous intéresse ? Quand le processus électoral n'est pas vicié, oui, ça m'intéresse. Mais quand on est dans une république du Gondwana, j'ai tendance à voir ça avec un petit peu de méfiance. Je suis dans un pays où la quasi-totalité des opposants sont soit en prison, soit en exil, et où la majorité des partis politiques sont empêchés de se présenter. Et quand ils sont autorisés, le président lui-même, je vous dis, c'est vraiment la république du Gondwana, regarde la liste et invalide les candidats qui lui posent problème et valide les candidats qui sont en réalité des gens de chez lui qu'il met dans les partis. Si je vous dis que vous êtes à l'Afrique, au Bénin, est-ce que Zemmour est à la France ? Il s'est lancé en politique d'ailleurs. Avec un grand échec, qui m'a fait beaucoup sourire. Mais c'est pas votre tasse de thé, j'imagine. C'est pas ma tasse de thé pour plusieurs raisons. Mais lui, il défend aussi l'identité. Moi, je vais vous dire mon problème fondamental que j'ai avec Zemmour. Moi, j'ai aucun problème avec les nationalistes, à la base. Aucun. Je suis invité. Vous en êtes un peu. J'en suis un, assumé. Même si le terme souverainiste me parle encore plus, patriote me parle encore plus. Et les nations qui nous sont imposées sont des nations qui ont vocation, je pense, dans un temps futur, sur certains points, dans certaines entités, à changer. En Afrique, en tout cas. Mais je suis invité par des patriotes et des nationalistes en Amérique du Sud. Je suis invité par des patriotes, des nationalistes au Moyen-Orient. Je suis invité partout, dans le cadre de notre combat panafricaniste. Mais moi, je m'attaque aux élites. Mon problème, c'est l'élite.
il serait très facile pour moi, avec le nombre de gens qui me suivent, que ce soit en Afrique ou en France ou en Europe, de commencer à lancer une détestation vis-à-vis du français du quotidien qui n'a rien demandé, qui a du mal à joindre ses deux bouts. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus frontal. On avait beaucoup moins d'expérience, on avait moins voyagé, donc j'étais en effet beaucoup plus dur. Et j'étais dans une sorte d'essentialisme. On vous a même accusé d'antisémitisme. Oui, on m'a accusé de tout, d'anti-martien aussi, ça me dérange pas. Mais la réalité des faits est que quand vous voyagez, quand vous vous confrontez à la réalité des différents peuples, des souffrances des différents peuples, vous êtes obligé de rentrer dans la nuance, que vous le vouliez ou pas, non pas pour faire plaisir aux gens, pour être en harmonie avec le réel. Oui. Maintenant, Zemmour ne s'attaque pas aux réelles causes, il s'attaque aux conséquences. Il est très facile de parler de l'immigration sans parler de l'immigration des matières premières, de l'immigration des ressources naturelles ou des ressources minières, parce qu'il y a un suivi de ces ressources qui sont pillées par des populations qui ne comprennent pas pourquoi dans cette copulation, excusez-moi ce terme provocateur, de nos élites corrompues africaines et de l'oligarchie occidentale, eh bien, il y a des contrats qui sont passés, des accords tacites qui sont passés pour que ces ressources migrent. Eh bien, il y a une partie de la population qui migre, et Zemmour tape sur la population qui migre, dont il est lui-même originaire, puisque je crois que c'est un berbère, mais ne tape pas sur ceux qui sont à la base des multinationales avec lesquels il est prêt, puisqu'il est très proche du haut patronat, il est prêt à travailler, alors que ces gens-là ont une responsabilité dans ce qui se passe. Quand je vois un Zemmour qui est proche d'un Bolloré, mais Bolloré, qu'on le veuille ou pas, à différents degrés, a des responsabilités aussi dans un certain nombre de pillages sur le continent africain. Pourquoi on ne le dit pas? Vous n'entendrez pas Zemmour dire ça. Ça pose problème. Optimiste. Maintenant, je termine juste sur Zemmour, il n'en demeure pas moins que c'est un brillant provocateur, même si je trouve qu'on lui donne du menu fretin en face, et le jour où il sera face à des vrais débatteurs, il aura beaucoup de mal. Comme vous. Je pense. Optimiste pour votre continent? Très optimiste. Partout où je voyage, je vois il y a une fièvre qui est en train de monter, très clairement. Oui. Transgénérationnelle, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une question de génération. Il y a une volonté de changement. Vous vous appuyez sur ce qu'on appelle la cancel culture aujourd'hui, la woke? Non. La culture woke? Non, pour moi, c'est des foutaises. C'est de la foutaise, ça. Et Moi, je vais donner un exemple précis. De Gaulle, qui est un héros pour vous, est quelqu'un qui ne m'inspire aucun respect. Je vous le dis en toute sincérité. Mais je ne me vois pas, ou même allons plus loin, parce que De Gaulle reste quand même pour vous une grande figure. Même si moi, il ne m'inspire rien, et je vous le dis, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, et j'en ai le droit. Mais Napoléon Bonaparte, c'est un grand pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un que je méprise à un degré qui dépasse l'entendement. Mais je ne me verrai pas faire des manifestations pour appeler à déboulonner la statue de Napoléon en France. C'est votre pays. C'est votre culture. Et de la même façon, dans nos pays, on a le droit de célébrer des gens qui ont chassé l'armée coloniale ou la France coloniale. En tant que tel, les héros des uns ne sont pas les héros des autres. Et je trouve que cette volonté d'imposer de manière caricaturale, de forcer les autres à dire ce que vous voulez entendre ne résout pas le problème et ne soigne pas la maladie. Merci Kémy Séba. C'est moi qui vous remercie, monsieur.